Bonjour et bienvenue à la 5e édition du Combat des livres de Cowansville. Je me présente, Aude McDermott, bibliothécaire à la bibliothèque Gabrielle Giroux-Bertrand de Cowansville. Aujourd'hui, je suis votre hôte pour ce débat littéraire. Donc, cette année, nous avons Édith Cambrini, artiste multidisciplinaire, qui défend le livre Valide de Chris Bergeron, et Cynthia Wallet, enseignante, qui défend le livre Sa disparition d'Olivia de la Chanel. Excusez-moi. Donc, on a le plaisir aussi d'accueillir les auteurs des livres du Combat des livres. Je vais commencer avec Chris Bergeron. S'il te plaît, parle-nous de toi et un peu de ton livre Valide. Bonjour, bienvenue. Très contente d'être avec vous. Donc, Chris Bergeron, autrice du roman Valide, qui est une autobiographie de science-fiction. Donc un objet assez atypique, publié chez XYZ. Mon premier roman, je voulais raconter le parcours d'une femme trans, mais comme il y a déjà eu pas mal de biographies rédigées là-dessus, je me suis dit peut-être on peut essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus original, d'où l'idée de faire de la science-fiction et de me projeter mon personnage qui est assez proche de moi dans un avenir un peu incertain. Alors voilà. Super, merci. Olivia, s'il te plaît, présente-toi et parle-nous un petit peu de ton livre « Sa disparition ». Oui, bonjour. Donc moi, c'est Olivia. Je suis l'autrice de Sa disparition qui est présentée par Cynthia aujourd'hui, qui est aussi publiée chez XYZ. Et c'est aussi un premier roman. C'est aussi un genre hybride, donc c'est à la fois une autofiction, parce que l'envie d'écrire ce livre est venue après le placement de ma grand-mère dans un CHSLD. Donc c'est un livre qui m'a permis d'exprimer mes émotions et mes questions très personnel par rapport à ce sujet de la vieillesse et des CHSLD. Et tout ça prend la forme d'une enquête policière. Donc, on suit la narratrice qui essaye de retrouver la trace de sa grand-mère qui a disparu du CHSLD. Voilà. Merci beaucoup, Olivia. Maintenant, c'est au tour de nos chers panélistes de nous dire pourquoi est-ce que le livre que vous défendez devrait gagner le combat des livres. Donc, pourquoi les gens de Cowansville et région devraient voter pour vous, pour votre livre. Édith, s'il te plaît, c'est à ton tour. Alors, dites-nous pourquoi. Oui, alors je vais briser la glace. Moi, j'ai adoré la lecture du roman Valide de Chris Bergeron. La lecture est captivante, elle est d'une grande aisance. Le rythme est excellent. C'est un livre qui est intelligent, qui est sensible, qui est humain aussi, contemporain, je dirais, parce que aussi, bon, il y a un petit passage, on voit au passage un petit clin d'œil, je peux dire, au COVID, au confinement aussi. L'élément autobiographique est très bien amené, où on peut saisir un peu plus de l'intérieur, si je peux dire, les réalités d'une femme trans. Je pense que c'est important, en fait, au niveau des réalités de groupes plus minoritaires, qu'on puisse savoir, en fait, quelles sont les réalités avec les défis, entre autres, que ça peut comporter. Je trouve que c'est ça. Ça permet, en fait, une sensibilisation, une conscientisation aussi. Je trouve que c'est ça. On a vraiment besoin d'œuvres comme celle-là. La partie science-fiction aussi est très complémentaire, très bien amenée aussi avec l'aspect autobiographique. Je dois avouer, moi, après ma barre, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les ouvrages de science-fiction, mais j'étais complètement capable de bien voir les images, de bien capter tous ces éléments-là qui référaient à la science-fiction. Je dirais même qu'il y a certains éléments où je sentais qu'on avait peut-être un pied déjà dans cette réalité-là du futur. Il y a aussi beaucoup de grands thèmes qui sont apportés. Je pense que tout et un chacun peut se reconnaître dans différentes réalités aussi qui sont abordées. Que ce soit, par exemple, le thème de l'amour, donc l'amour par enfant, l'amour entre amoureux, l'amitié. Le rapport au corps aussi est beaucoup exploité, puis extrêmement intéressant. L'expérience aussi au corps. Les réflexions aussi qui sont amenées à ce sujet-là. J'ai beaucoup aimé aussi au niveau des thèmes qui sont exploités, mais plus en trame de fond, si je peux dire. Tout ce qui touche la liberté, l'esprit critique. Aussi, je dirais, de ne pas sombrer dans la peur comme thème. Puis je dirais tous les impacts au niveau de la technologie, parce que là, j'en ai pas parlé, mais je vais peut-être aller rapidement, mais c'est ça, au niveau de l'ouvrage, en fait, c'est
le personnage principal, donc Chris, est en dialogue avec finalement un programme informatique, si je peux le formuler de cette façon-là, David, qui est un programme doté d'une intelligence artificielle extraordinaire, plus poussée que ce qu'on connaît. Et c'est que finalement, c'est ça, David prend toute la place, en fait, et même un système politique, si je peux dire d'une certaine façon. Donc, ça amène vraiment des réflexions importantes par rapport au rôle au niveau de la technologie, jusqu'où ça peut aller, et c'est ça, les impacts aussi que ça peut avoir sur la société. Je dirais aussi que c'est une œuvre qui est parsemée de bijoux, de vérités philosophiques par rapport à différents thèmes. Donc, ça fait beaucoup réfléchir aussi à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas à quel point je suis comme partie sur... je fais un monologue. Bien, je pense qu'on peut arrêter là. On va peut-être approfondir certains points un peu plus tard dans le débat. Oui. Alors, je laisserai maintenant la place à Cynthia pour nous dire pourquoi est-ce que sa disparition devrait gagner le combat des livres. En fait, c'est les thèmes abordés qui sont qui sont actuels. On a 2 œuvres très actuelles, mais c'est aussi des thèmes universels. Cette fois-ci, on parle du deuil, on parle de l'amour, on parle de la famille, on parle de la dignité. C'est des thèmes qui touchent tout le monde. C'est aussi, ça raconte une réalité, ça décrit même, je dirais, c'est très descriptif, ça décrit une réalité québécoise qui est touchante, qui est triste, parfois même pathétique, mais toujours ça porte à la réflexion. C'est peut-être ça qui unit un peu nos 2 œuvres, mais la mienne est meilleure. Et c'est aussi une histoire qui est troublante, je l'ai trouvée troublante, mais aussi ça m'a fait sourire, donc ça nous fait passer à travers plein d'émotions, puis c'est ça qui est le fun, qui est intéressant dans une œuvre, c'est quand on peut passer à travers plein d'émotions et bien aussi nous faire réfléchir. Des fois, on n'a pas le goût de réfléchir, mais quand même, ça vient pareil. Ça nous transporte aussi dans un univers parfois hallucinant, étonnant, mais toujours avec un langage accessible. Donc, c'est accessible à tous. Peut-être pas à ma fille, mais bref, adolescents, jeunes adultes, de tous les âges, on va se retrouver, puis c'est vraiment, je ne sais que dire de plus, c'est accessible. Voilà, j'en dis pas plus. Merci, Cynthia. Alors, ce sont les 2 panélistes qui ont choisi leur livre. Ce que je fais pour préparer le combat, c'est que je dresse une liste de titres qui ont été publiés depuis janvier 2021 à peu près mai. Et je leur envoie la liste. C'est à eux de choisir. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené à choisir le livre que vous avez choisi parmi les vingtaines d'autres titres que je vous ai proposés. Je ne sais pas si une de vous 2 voudrait se lancer. Oui, je peux y aller. Moi, tout de suite, ne serait-ce au niveau de la couverture, le livre tout de suite m'a interpellée. On voit, c'est ça, le rose avec le fond noir. Je trouvais que c'est ça sortait du lot, si je peux dire. Puis moi, c'est ce que j'aime. Le titre m'a interpellée, Valide. Pour moi, ça référait au fait d'être validé. Donc, nécessairement, on a besoin du regard quand même de l'autre pour être validé dans son identité. Donc, ça me touchait beaucoup parce que pour moi, ça fait appel aussi aux liens sociaux. Tout de suite aussi par rapport à l'aspect autobiographique de science-fiction, c'est la première fois que je voyais en fait une œuvre où il y avait les 2 genres qui se mêlaient. Puis au niveau, c'est ça, du texte, le résumé était en fait ce qu'habille le livre. Donc au niveau du texte, tout de suite, au niveau du rythme, tout de suite, ça m'a interpellée. Donc j'ai pas hésité à faire le choix du livre Valide. Merci, Edith. Les auteurs, si vous voulez passer des commentaires, n'hésitez pas à renchérir. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Moi, Parfait. Alors, Cynthia, pourquoi as-tu choisi sa disparition? Au hasard. En fait, oui et non. Parmi la liste, j'ai pris des œuvres au hasard. C'est le titre, moi aussi, le titre m'a interpellée. Mais je dois dire que c'est pas mal le hasard. Après ça, je suis allée voir un peu le résumé. J'ai vu la thématique en lien avec la vieillesse.
Puis ça faisait plusieurs livres que je lisais cette année en lien avec cette thématique-là. Là, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai cette année avec ce thème-là, mais j'avais lu Les souvenirs de Funkinos. Je n'ai pas toujours été un vieux con de Ferraga, puis plein d'autres. Puis je me suis dit, bien, pourquoi pas voir une autre facette de la vieillesse avec cette œuvre-là. Donc, c'est pas mal la raison pour laquelle j'ai choisi ça. Parfait. Donc, comme vous pouvez le savoir, les panélistes n'ont seulement que le résumé, ou peut-être s'ils vont explorer un peu plus loin des critiques pour définir leur choix. Je me demandais si, au courant de la lecture, vous avez vu un moment de doute par rapport à votre choix. Est-ce que vous avez eu un moment où ça a fait comme « Ah, ben peut-être finalement, j'aurais dû prendre autre chose » ou ça a été coup de cœur et vous étiez vraiment content? Vous n'avez pas remarqué les coquilles? Parce qu'il y en a une vingtaine dans mon livre qui ont été corrigées, mais... Non, moi, j'ai pas vu les coquilles. J'ai été captivée, en fait, puis des fois, c'est ça, je trouvais ça frustrant quand là, je devais être interrompue pour le lire. Si j'avais pu, je l'aurais vraiment lu d'un trait, mais la vie étant ce qu'elle est, j'ai pas pu. Donc, pour répondre à la question de Aude, non, j'ai pas hésité. Puis plus je lisais, plus que j'avais envie de savoir la suite, puis surtout que la fin, c'est vraiment un rebondissement, là, c'est extrêmement intéressant. Donc, non, j'ai pas hésité. Ben moi non plus. En fait, ce que j'ai apprécié du livre, c'est que je pouvais me reposer. Tu sais, je lis beaucoup le soir avant de me coucher. Puis le livre, la façon qu'il est structuré et divisé, je ne sais pas si tu vas poser la question Aude, par rapport à la structure, je ne veux pas aller trop loin, mais par rapport à comment c'était structuré, je pouvais me permettre de vraiment m'arrêter, puis de réfléchir, puis de digérer tout ça, parce que des fois, la thématique peut venir nous toucher un peu plus, tout dépendant où on en est par rapport au sujet. Donc non, c'était vraiment une découverte. Puis à chaque fois, j'étais surprise par... il y avait des chapitres surprenants dont on ne s'attendait pas par le propos, par le passage du personnage principal dans des lieux surréalistes. Bref, non, c'était étonnant. Puis la fin, mais je trouve que c'était une belle boucle. Donc, je suis contente d'avoir pu boucler la boucle. C'est un peu ça qui m'a incité à poursuivre pour savoir, OK, ce que je pense, tu sais, comme vu que c'est un peu une intrigue policière, ce que je pense, est-ce que ça va se réaliser ou on va me surprendre? Donc, j'ai aimé cette fin ouverte et fermée à la fois. Je ne vous en dis pas plus. Il faut le lire. Merci, Cynthia. En fait, oui, si tu veux, tu pourrais nous en dire plus sur la structure. Ça allait être une de mes questions, alors on va y enchaîner avec celle-là, puis tu as amené le sujet. Alors oui, parle-nous un petit peu plus de la structure du livre « Sa disparition ». Qu'est-ce que tu as aimé? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas aimées? Comment tu l'as vécu? OK, je vais relire mes notes. En fait, la structure du livre est divisée en 4 parties, puis à l'intérieur de chaque partie, il y a des petits chapitres, donc c'est des très courts chapitres, ce que j'apprécie beaucoup dans un roman. Ça donne du rythme, ça permet aussi d'arrêter et sans être perdu. Puis aussi, il y avait aussi, dans chaque chapitre, parfois, il y avait des styles différents. Donc, on quittait le personnage, on s'en allait ailleurs dans un rapport gouvernemental. Là, vous allez dire pourquoi il y a ça là-dedans. Il faut le lire pour savoir. Et puis, je vais gagner. Non, mais c'est 2 belles œuvres, là, en passant, mais la mienne est meilleure. Alors... Il y a plusieurs personnages, mais en même temps, les personnages, on ne s'y sépare pas parce que, justement, au niveau de la structure, le personnage principal va rencontrer d'autres personnages, mais ils ne reviennent pas du début à la fin, donc on n'est pas perdu. Il y a un seul lieu. Les chapitres sont titrés avec le lieu où on est, donc on n'est pas perdu. Il y a seulement le temps qui est parfois flou, parfois qui est en lien avec l'aspect surréaliste de l'œuvre, de l'intrigue, mais on ne s'y sépare pas pareil. Donc, il faut être prêt et ouvert face à cette incertitude. Je pense qu'en gros, ça fait le tour de la structure. J'ai aimé ça. Moi, j'adore quand c'est des chapitres courts. J'aime ça, me sentir un peu essoufflée, mais en même temps me dire, OK, je peux me reposer et dormir sur cette histoire. Voilà. Alors, merci, Cynthia. Edith, avant de parler de la structure de ton livre, as-tu des commentaires à rajouter par rapport à sa disparition? Parce que les panélistes ont dû lire chacun leur livre, mais aussi le livre de l'autre.
Alors, je me demandais si toi, tu avais des trucs à dire là-dessus. Par rapport à la structure de façon spécifique ou juste de façon générale par rapport à sa disparition? Ce serait plutôt sur la structure. Au niveau de la structure, je trouve que Cynthia a quand même bien fait le tour par rapport à la structure. Je réfléchis à savoir s'il y a d'autres éléments que je pourrais apporter. Puis en plus, je dirais que c'est peut-être moins ma force parler de la structure. Mais je pense que c'est ça. Je pense que Cynthia a bien fait l'état des lieux là, pour sa disparition. As-tu aimé ça? Est-ce que je peux poser une question? Oui. As-tu aimé ça? Parce que la structure de Valide est vraiment différente, là. Oui. Donc, il n'y a pas de chapitre. Comment tu as trouvé ça? Donc, de lire vraiment deux... Moi, je les ai lus, je lis beaucoup, là, mais j'ai vraiment lu ces deux livres-là, un après l'autre, puis ça m'a vraiment... c'est vraiment deux rythmes... deux structures différentes. Oui, tout à fait. J'ai apprécié les deux parce que, c'est ça, je dirais, effectivement, pour sa disparition, là, on est plus dans une structure peut-être plus habituelle où on pourrait dire les chapitres et tout ça. Pour ce qui est de Valide, comme je disais un peu plus tôt, moi, j'ai vraiment plongé, j'ai suivi, si je peux dire, ce rythme-là. Ce que j'ai aimé au niveau de la structure de Valide, en fait, c'est comment le fil est bien cousu, si je peux dire, dans les différents espaces-temps dans lesquels on est. Autrement dit, comment je pourrais expliquer? Le livre est très riche au niveau des différents repères, au niveau du passé, du présent, du futur. Mais moi, c'est ça, j'ai très bien suivi, je ne me suis pas perdue. Puis je trouvais ça très habile, en fait, de la part de l'autrice, comment elle réussissait à amener le lecteur ou la lectrice à travers, justement, tous ces événements-là, toutes ces descriptions-là aussi d'événements. Alors, oui, c'est une bonne question. Je ne sais pas si je peux rajouter. Bien sûr. Ben, j'ai conçu le truc un petit peu comme une série Netflix. Donc, c'est une sorte de prise en otage. On le prend et c'est fait pour ne pas le lâcher pendant 5 ou 6 heures. Normalement, ça se lit, selon Kindle, ça se lit en 5 heures à peu près. Et donc, c'est vrai qu'il y a des repères. Il y a des moments où on peut s'arrêter parce que c'est peut-être moins précis qu'un chapitre, mais il y a des moments dans le dialogue où on peut dire là, ça s'arrête. Essentiellement, à chaque fois que David parle. Mais c'est fait pour être lu, pour être binge lu. Et parce que je pense que c'est comme ça en ce moment que les gens consomment du contenu beaucoup, cet aspect un petit peu addictif. Alors je voulais avoir cette prise d'otage-là. C'est réussi. Merci. Et toi, Cynthia, comment as-tu vécu la structure de Valide? As-tu aimé, pas aimé? J'ai pas aimé être prise en otage. Justement, j'étais pas perdue, mais justement, mon degré d'attention a dû être comme multiplié étant donné que je l'ai pas binge-watché. On va utiliser l'anglicisme. Je l'ai pas binge-watché. Je l'ai lu pareil comme j'ai lu sa disparition, donc le soir avant de me coucher. Mais c'est vrai que c'est habilement amené d'un temps à un autre, d'une période à une autre. C'est sûr que moi, au niveau de la structure, j'ai préféré quand on était dans le passé. J'ai trouvé que c'était... là, je parle en bien de ce livre-là, mais c'est parce qu'il y a vraiment des choses super intéressantes. Quand je le lisais, je me suis dit... excusez. Quand je l'ai lu Valide, je me suis dit, oh mon Dieu, le combat va être féroce. Et oui, c'est ça. Mais moi, comme je disais, je préfère des courts chapitres parce que ça me permet de mieux comprendre, de mieux suivre. Mais ça, c'est vraiment personnel là, par rapport aux structures de romans. Mais oui, j'avoue que j'ai pas aimé être prise en otage. Voilà. On va dire ça comme ça. J'aime beaucoup l'image que vous avez donnée. Là. C'est exactement le sentiment que j'ai ressenti dans cette lecture. Merci Cynthia, merci Edith. Maintenant, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu plus peut-être des personnages de vos romans. Alors, est-ce que vous avez un personnage préféré? Est-ce que vous avez un personnage que vous n'avez pas aimé du tout? Parlez-moi des personnages, s'il vous plaît. J'y vais? OK. Je disais tantôt qu'il y avait beaucoup de personnages dans l'œuvre. Il y a des personnages, en fait, c'est beaucoup de personnes âgées, quelques employés de la résidence. Et le personnage principal,
Je crois qu'il n'a pas de nom. Je l'ai relu en diagonale pour chercher le nom. Est-ce Il y a- qu'il pas de nom, hein? pas de nom. C'est ça. Bon, phew. Ouf. Donc, le personnage principal, la femme qui recherche sa grand-mère, c'est un personnage qui est, c'est sûr, hyper intéressant. C'est le personnage central, mais je me suis forcée à chercher un autre personnage intéressant. Et pour moi, c'était Monsieur Giroux, que j'ai aimé par sa sagesse. Je trouvais qu'il était lucide. C'était comme un grand-papa là, qui un allié qui voulait aider la jeune femme, puis ils n'ont aucun lien de famille, mais c'est comme s'il l'a pris sous son aile, puis il l'a aidé à traverser cette enquête qui devient presque plus une enquête à la fin, là, qui vient vraiment un passage au niveau du deuil. Fait que c'est comme un guide spirituel. Fait que je trouvais ça intéressant pour les réflexions qu'il amenait. Voilà. Merci, Cynthia. Edith? Oui, pour le roman Valide, moi, il y a plusieurs... je dirais, c'est ça, j'avais vu dans la liste des questions, ça nous avait été envoyé, puis je me disais, bon, lequel? Puis, finalement, je dirais, mon personnage préféré est l'amoureuse pendant un certain moment, du prénom de Yukio. Ce que j'ai trouvé touchant, en fait, il y avait des parties d'elle que je voyais que je ne saisissais pas, donc il y avait un côté peut-être un peu énigmatique, mais ce que je trouvais très touchant, c'était de voir la force chez cette femme-là, son côté aussi très, très engagé, son côté très direct, où elle dit directement les choses, même les choses qui ne sont pas faciles. Donc, ce côté-là complètement, c'est ça, assumé. Et c'est aussi un personnage qui joue un rôle de leader important dans sa communauté. Donc, je vous dirais, ça faisait écho aussi pour moi. Donc, oui, un personnage très intéressant. Super, merci Edith. J'aimerais ça maintenant qu'on discute de comment est-ce que le livre vous a engagé émotionnellement. Comment est-ce que votre livre vous a rejoint ou pourrait rejoindre d'autres lecteurs là, du côté émotionnel? Je dirais, pour ma part, à différents niveaux. Il y a une partie de moi qui s'est vraiment attachée, je dirais, au personnage, si je peux dire, de Chris. J'avais l'impression que je connaissais le personnage d'une certaine façon parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dévoilées, si je peux dire. Donc, il y a une intimité, voilà, c'est ce que je cherchais à dire, une certaine intimité qui, en tout cas, qui se créait pour moi. J'étais capable de, c'est ça, bien projeter différents éléments qui étaient apportés. Il y a aussi des passages qui sont plus difficiles au niveau de la réalité de femmes trans, où parfois il est question de violence aussi. Puis ça, je dois avouer que c'était quand même troublant, mais je trouve que c'est nécessaire que c'est ça, on en parle. Il y a aussi, c'est ça, au niveau des différentes réflexions, comme j'en parlais un petit peu plus tôt, différentes réflexions sur la société, entre autres, qui sont amenées. Donc, on ne peut pas s'extraire de notre propre société. On en fait partie, donc nécessairement, ça aussi, ça m'a beaucoup engagée. Puis je dirais, c'est ça, ça m'a un petit peu bouleversée, comme je le nommais plus tôt, dans la réalité qui est dépeinte, même si c'est une œuvre, oui, de science-fiction, mais il y a quand même... On est un peu aussi dans la réalité en partie là, de ce qui est dépeint, puis c'est ça ce qui peut s'en venir d'une certaine façon, comme me dit Cynthia tantôt, le combat, comment tu disais, le combat est à venir. Donc, c'est ça, ça amène beaucoup de réflexion, puis c'est ça, c'est quelque chose de quand même bouleversant, ne serait-ce au niveau, c'est ça, des rapports sociaux, on l'a vu avec le confinement, entre autres, comment, c'est ça, on a pu être impacté, quelles vont être les conséquences de, c'est ça, chacun un peu chez soi. Pardon. Donc, ça m'a engagée, c'est ça, de différentes façons. Puis comme je le nommais aussi, différents thèmes qui sont abordés, entre autres au niveau des relations avec les gens. Je trouvais que c'était, encore une fois, très bien amené de la part de l'autrice quand il était question des relations, que ce soit à un moment donné avec le père ou avec l'amoureuse, ou même également avec la mère. Ça, j'ai trouvé ça tellement touchant, où c'est ça, il est question de l'appel téléphonique à 19h30. ça me fait chavirer, là, étant nouvelle maman depuis l'année passée. Je me disais,
que j'espérais que mon enfant, quand c'est ça, on va être plus vieux que mon enfant, allait m'appeler à 19h30. Ou en tout cas, vers ces heures-là, peut-être. Donc, c'est ça, vraiment de différentes façons. Puis en fait, c'est ça qui est extrêmement intéressant avec le roman. C'est un roman, je dirais, de tête et de cœur. Donc, oui, c'est ça, ça vient nous chercher intellectuellement et émotionnellement. Ça vient, c'est ça, on est engagé là, aux deux niveaux, si je peux dire. Super, merci Edith. Cynthia, comment est-ce que ton roman t'a engagé émotionnellement? Bien, il y a les descriptions du milieu des résidences pour personnes âgées. Ça vient nous chercher. Là. On en entend parler aux nouvelles, mais là, de lire dans une histoire à travers les yeux d'un personnage, on dirait que c'est encore plus vrai, même si c'est une histoire. Donc, c'est un peu paradoxal. Mais aussi toutes les rencontres avec les personnages dans les résidences. Tu sais, quand on va dans une résidence, on va souvent voir ses parents ou ses grands-parents, mais on ne va pas nécessairement voir les autres résidents, puis eux aussi, tu sais, ils ont besoin de présence parce que soit ils sont en détresse, puis c'est aussi ça qui est bouleversant, c'est de voir comment la description quand ils sont malades, ils sont en fin de vie ou ils sont en train d'halluciner ou qui... En tout cas, par rapport aux structures, le personnage fait des fois des listes, des numéros de chambre et comme dans quel état les personnes sont. Puis c'est tellement bref, mais en même temps choquant. Puis c'est vrai que ça peut être comme ça. On s'en rend compte que c'est pas exagéré nécessairement. Ça, je trouvais ça difficile. Et aussi, c'est ça, c'est les rencontres. Moi, c'est ça que j'ai aimé le plus. Là. Je ne sais pas si tu vas nous poser la question, Aude, mais c'est les rencontres des personnages. On dirait qu'on visite la résidence avec le personnage principal, puis on parle, c'est beaucoup de dialogue, donc on parle avec ces gens-là, on apprend à les connaître, puis on dirait qu'à travers ça, on apprend peut-être aussi à faire le deuil. Je crois que c'est un peu ça l'histoire là, du personnage à travers ces rencontres-là. Donc, ça vient nous chercher aussi, nous faire réfléchir. Puis aussi, je crois, c'est une de mes questions que je voulais poser à Olivia, mais dans les intentions, si c'est pas pour critiquer les conditions de vie des vieux, je sais pas c'est quoi. Je trouvais que c'était hyper critique, mais d'une façon bienveillante envers ceux qui y sont et qui y travaillent. Donc, on peut être bouleversé, on peut être choqué, parfois même on peut être surpris. Puis, j'ai aussi trouvé que c'était touchant quand le personnage retournait dans le passé, parlait des souvenirs avec sa grand-mère. Hein, je faisais la même chose en pensant à mes grands-parents quand j'étais plus jeune avec eux, les beaux moments. Voilà, à plusieurs niveaux, ça vient nous chercher. Parfois avec un sourire, parfois avec une boule au cœur. Merci, Cynthia. Olivia, voulais-tu répondre à la question de Cynthia tout de suite? Oui, bien sûr, oui, absolument. C'est l'impulsion première d'écrire ce livre, c'est vraiment venu à la fois de ma tristesse, mais surtout de ma colère par rapport à ce que j'ai vu puis j'ai vécu par les visites à mes grands-mères. Donc, j'ai deux grands-mères qui ont été placées en résidence, une à Montréal puis une en France. Et donc, le livre voulait porter ça, puis le besoin que j'en parle avec d'autres. Et puis, j'ai pas vraiment d'autres plateformes que la littérature. Ça m'a juste... Je me suis dit, c'est une bonne façon de démarrer cette conversation, puis cette réflexion chez d'autres. Et une façon pour moi d'aller faire peut-être, c'est ça, réfléchir, puis donner aussi corps à mes émotions qui, sinon, étaient juste un gouffre dans lequel je me retrouvais et je me sentais sans puissance, sans pouvoir faire quoi que ce soit par rapport à cette structure qui est prévalente pour s'occuper de nos personnes âgées ici au Québec. Donc voilà, c'est ça. C'est certainement que cette pulsion-là est à la base du livre. Ouais. Super, merci. Donc, vous avez tous touché un petit peu là, sur le sujet de ma prochaine question. Alors, j'aimerais ça que vous discutiez davantage de comment vos livres se connectent avec notre réalité sociale et politique actuelle. Très actuel. J'en revenais pas en lisant les deux romans. J'avais l'impression presque de lire le journal. Oui.
Mais c'était tellement meilleur. J'ai tellement mieux préféré en entendre parler de cette façon-là. Moi, je pense que la littérature, c'est la meilleure façon de communiquer, mais c'est mon opinion. Je prêche pour ma paroisse. En tant qu'humain, je pense la première chose qu'on entend, c'est des histoires. Quand on est jeune, on se fait raconter des histoires, puis on se fait raconter des contes avec des morales à la fin, et puis ben, ça reste ce besoin de se faire raconter des histoires, puis de réfléchir, de passer des messages. C'est la question que je pose toujours à mes élèves. Quel est le message? Et c'est ça. Je crois, en tant que lectrice, c'est parfois j'aime écrire, c'est ça. C'est quoi le message qu'on veut transmettre? Des fois, on ne le sait même pas. Ça vient tout seul ou c'est interprété différemment selon notre expérience. Est-ce que je suis en train de faire du coq à l'âne? Oui. Ben, bref, je trouve que ces deux œuvres-là, ils sont ancrés dans l'actualité. Je trouve que sa disparition, particulièrement au Québec, je lis pas vraiment, je ne sais pas en France s'ils ont le même problème ou des trucs similaires. Oui. Oui. Donc, notre approche face aux personnes âgées qui doivent être mises dans des petites boîtes, dans des grands immeubles, mais tu sais, c'est un problème social, je crois, plus que politique. Puis pour ce qui est d'Invalides aussi, on en entend parler, puis on doit en parler encore plus. C'est une réalité qui existe depuis la nuit des temps, mais il était temps qu'on en parle, que ça soit visible et qu'on comprenne aussi cette réalité-là qu'on ne comprend pas sinon. Puis j'ai adoré apprendre en lisant Valide aussi. Donc, voilà. Puisque Cynthia a parlé des deux romans en même temps, je vais parler des deux romans en même temps. Je vais les traiter d'égal à égal. J'ai pas répondu spontanément à la question de Aude, ça s'est bousculé dans ma tête parce que, comme Cynthia l'a si bien dit, les deux romans ils sont extrêmement contemporains. On ne peut pas être plus dedans, je dirais même. Pour ce qui est de sa disparition, puisqu'il est question, c'est ça, de la réalité des personnes âgées en CHSLD. C'est sûr, c'est troublant, mais en même temps, c'est cette réalité-là. Moi, je ne pouvais pas faire autrement. Chaque visite dans les chambres, les discussions, à chaque fois qu'il y avait lieu, j'entendais les personnes âgées parler dans ma tête. Puis ça m'a habité longtemps aussi. Pour le meilleur et pour le pire, là, je dirais dans le sens que parfois, c'est ça, c'était extrêmement triste, mais c'est ça, cette réalité-là. En espérant que c'est ça, que ça puisse changer. Puis je dirais, je ne pouvais pas faire autrement quand je les entendais de me rappeler au tout début, en mars 2020, quand les mesures sanitaires sont tombées, et puis que c'est ça, on a entendu des réalités atroces, là, vraiment d'horreur dans les CHSLD. On dirait que je m'imaginais, en fait, chaque résident un peu, c'est ça, de cette façon-là, comme s'il représentait un peu, c'est ça, les fameux résidents qui ont été, dans certains cas, vraiment laissés pour compte là, en CHSLD. Donc, c'est ça, j'ai trouvé ça bouleversant, mais en même temps, peut-être nécessaire aussi, parce que il n'y a pas de raison que cette réalité-là soit. Donc, c'est ça. Je ne veux pas trop tomber dans l'éditorial non plus, mais c'est ça. Donc, c'est ça. J'ai trouvé ça très touchant. Pour ce qui est de Valide, bien qu'encore une fois, il y a une partie où on est dans la science-fiction, plusieurs repères très contemporains, j'en ai parlé brièvement là, au passage, mais que ça soit, on peut s'imaginer un peu la réalité dans laquelle on pourrait baigner, que ce soit, par exemple, où les liens sociaux s'effriteraient de plus en plus, la place de plus en plus grande au niveau de ce qui touche l'intelligence artificielle. Donc, le rôle de plus en plus grand, parce qu'on le voit, hein, plus que ça va, plus que ça occupe la place. Puis c'est un peu insinueux, insidieux? Oui, insinueux ou insidieux? Insidieux, merci. Donc, c'est ça, tranquillement et de plus en plus et de plus en plus. Donc, c'est de voir aussi, nous, comme humains, en fait,
qu'est-ce qui reste, puis qu'est-ce qui va rester de notre humanité? Parce que oui, ça a ses avantages, l'informatique, l'intelligence artificielle, ça peut nous rendre service, mais quelle place, jusqu'où est-ce qu'on va aller? Parce que des fois, je pense que c'est ça, on peut ne pas nécessairement avoir conscience que c'est ça, c'est là. On regarde, par exemple, il n'y a pas question dans le roman, mais juste, par exemple, les cellulaires. Avant, pas personne n'avait de cellulaire. Maintenant, elles sont extrêmement rares, les gens qui n'ont pas de cellulaire. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Facebook, au début, bon, quelques personnes. Après, plus que ça va, plus qu'il y a des gens sur Facebook. C'est ça leur avantage et leur désavantage. Mais comme, par exemple, dans le roman, il est question, entre autres, que les gens vont voter via les médias sociaux. Est-ce que c'est quelque chose comme ça qu'on va voir aussi? On peut s'interroger. Merci, Edith et Cynthia. Maintenant, c'est le temps de laisser un peu la place aux auteurs. Je vais demander là, aux deux panélistes si eux ont des questions pour les auteurs. C'est rare d'avoir la chance de pouvoir discuter et poser des questions aux auteurs des livres qu'on lit. Alors, je ne sais pas si Cynthia ou Edith, une de vous deux, veut commencer, mais c'est le temps de poser vos questions. Je peux y aller. C'est ça, comme je l'ai nommé, étant donné qu'il y a plusieurs éléments dans le roman qui sont vraiment d'actualité, je me demandais quand est-ce que l'écriture a commencé, combien de temps est-ce que ça l'a pris? Ça a pris à peu près 18 mois. Ça a commencé... j'ai rendu le manuscrit pendant la pandémie. Donc, je crois... quand est-ce que c'est sorti? Au mois de mars. Ça veut dire que je l'ai terminé à l'automne 2020. Donc, on avait déjà vécu quelques mois de pandémie. Et les petits moments d'anticipation où je décris la pandémie en 2021, 2022, etc., je me basais surtout de l'avance qu'avait la Chine sur nous, dans les réponses aussi, sanitaires, etc., dans l'organisation de la société. Donc, je regardais beaucoup les nouvelles, en fait. Je lisais beaucoup les journaux et j'anticipais par rapport à ça. Donc, oui, en fait, c'est pas du tout un travail d'imagination, c'est vraiment un travail d'anticipation. Je regarde les tendances technologiques, et puis c'est un peu mon métier, parce que moi, je travaille en communication, et donc, j'anticipe ce que ça pourrait être dans 20 ans, dans 30 ans. Et j'ai bien l'impression que ce ne sera pas très, très loin de ce que je décris, malheureusement. Je ne devrais pas rire, d'ailleurs, c'est pas drôle. Je me demandais pourquoi David, je sais qu'il y a une réponse dans le livre en lien avec, il faut que ça rime avec valide, mais je me demandais s'il y avait une référence biblique. Oui, il y a une référence, alors il y a plusieurs références, mais il y a une référence biblique qui, évidemment, c'est un nom qui fait confiance. C'est le roi David, c'est quelqu'un qui va sauver le peuple, l'amener à la liberté. Donc, on pourrait imaginer que si une entreprise crée une sorte de Google Home ou d'Alexa, mais qui en plus a des pouvoirs politiques, qui en plus a des pouvoirs de réorganiser la société pour qu'on puisse passer à travers la crise climatique et les urgences sanitaires, etc., ce qui serait possible, on lui donnerait ce genre de nom. Et après, pour la petite histoire, j'ai un collègue dont le nom de famille est David, et qui est un fan des algorithmes et de l'intelligence artificielle, et je trouvais que c'était très rigolo. En plus, c'est mon patron. Et donc, mon patron est le dictateur dans mon roman. Voilà. Pour l'instant, j'ai toujours mon emploi. Edith ou Cynthia, est-ce que vous avez des questions pour Olivia? J'avais une question, je l'ai posée tantôt, puis merci pour la réponse. Et ben, j'ai la même question, en fait, la question qu'Edith a posée à Chris, je voulais la poser aux deux auteurs, en réalité. Donc, je serais curieuse de savoir. Donc, dans la temporalité de l'écriture, c'est oui. ça? Donc, moi, je suis beaucoup moins efficace que Chris. Ça a commencé il y a très longtemps. J'ai commencé la recherche pour le roman en 2014, à peu près, 2015. C'est dans le cadre d'une maîtrise que je faisais en littérature. Et puis, c'est ça. J'ai fait mon projet de maîtrise, qui était une sorte de premier jet là, du roman qu'on voit ici, et qui était beaucoup plus axé sur le documentaire. Donc, ma première façon d'aborder le sujet, ça a été de beaucoup lire et de me documenter. Puis, bon, Cynthia l'évoquait tantôt, dans le livre, il y a énormément de citations de documents
autant des articles de journaux, des entrevues, des rapports de coroner, des rapports ministériels. Il y a plein de documentations qui sont un peu retravaillées, mais quand même proches du texte de base. Et donc tout ça, ça a été une accumulation sur plusieurs années. Puis la partie développement de l'histoire et des personnages, ça c'était beaucoup plus récent. Et puis pendant le travail avec Elsa Pépin, qui était mon éditrice chez XYZ, on s'est souvent posé la question jusqu'où on allait dans l'exposition des faits, parce qu'on parlait tantôt que c'est assez choquant ce qu'on voit, mais j'ai éliminé beaucoup du pire, en fait, pour pas que ça ait l'air complètement fou. Donc là, les pires histoires, j'ai essayé d'être le moins dans le pathos possible, sinon ça paraît exagéré. Voilà. Et puis aussi, on se posait la question par rapport à la COVID, parce que donc ça a commencé à être écrit en 2014. Et puis, il y a eu beaucoup d'histoires qui sont sorties autour des CHSLD au début de la pandémie. Et on s'est posé la question si je réécrivais des passages pour l'ancrer dans cette réalité plus présente. Puis finalement, on s'est dit que c'était pas la peine de remonter jusque-là. C'était plus universel. Ça fait plus longtemps que ça que le problème existe. De ne pas l'ancrer juste dans une situation sanitaire actuelle. En fait, ça fait depuis des décennies qu'on décrit le système des CHSLD. Donc, voilà. Bonne idée. J'ai aimé justement cet aspect universel, là. Donc, le nom, la femme qui n'a pas de nom, ça aurait pu être moi, ça peut être ma mère. Puis justement, le fait que c'est pas ancré dans une... C'est ça, le temps est élastique dans cette œuvre-là. Donc, c'est ce que j'ai apprécié. Ça aurait pu être écrit là 20 ans, puis ça pourrait... En tout cas, j'espère pas que ça aurait pu être écrit là, dans 20 ans. Là. On va espérer que la mentalité change, mais c'était intéressant. Merci. C'est intéressant parce que toutes les deux, je pense qu'il y a un point sur la vieillesse. J'ai écrit Valide parce que je suis incapable de me projeter dans une vieillesse heureuse. Parce qu'il n'y a pas de modèle pour les personnes trans. On ne sait pas à quoi ça va ressembler, une vieillesse pour les personnes trans. Donc dans ma tête, ma vieillesse va être malheureuse. Je vais finir dans une maison, enfin dans le roman, les maisons de retraite sont automatisées en quelque sorte. Donc, je ne sais pas, il y a cette peur, il y a cette espèce de révolte par rapport à la manière dont on traite les vieux dans nos deux livres. Oui, j'ai beaucoup aimé le retournement, je ne vais pas trop en dire, mais à la fin où ton personnage principal, justement, est un vrai acteur et participe pleinement à la vie politique. Puis ça, dans mon roman, il y a des moments où j'essaye d'imaginer des alternatives, puis j'invente des personnages qui s'enfuient ou qui se révoltent puis qui vont taguer, ou essayer d'imaginer des personnes âgées autrement que la conception qu'on en a aujourd'hui, et les rendre, c'est ça, acteurs de la vie sociale et politique. Ouais. Ouais, des gens actifs. Est-ce que vous aviez d'autres questions, Edith et Cynthia? Ben, je serais curieuse pour les deux autrices. Est-ce que vous projetez une suite pour les romans, que ça soit une suite spécifique au roman ou non, ou juste d'autres œuvres sur lesquelles vous souhaitez travailler? Alors oui, c'est une trilogie. D'ailleurs, le personnage principal de la trilogie apparaît à la dernière page du livre. Alors déjà, il y a une trilogie de base. Là, je suis en train d'écrire le deuxième, qui va sortir, j'espère, en 2022, plus vers la fin pour me donner un peu de temps quand même. Et puis, ensuite, il y a, un petit peu comme dans les comic books, dans Marvel et tout ça, il y a ce qu'on appelle des Easter eggs. Donc, j'ai planté des personnages dans le roman qui vont avoir leurs propres histoires, dont Yukio mérite son histoire. Il y a un moment, je parle de la capitaine d'un vaisseau, de la première femme qui va aller sur Mars. Ça, je vais écrire une nouvelle là-dessus. Dans le roman, il y a un livre qui s'appelle... L'autrice écrit un livre qui s'appelle « Les vies parallèles ». Et dans « Les vies parallèles », elle raconte sur la page de gauche son histoire d'homme et sur la page de droite son histoire de femme. Ça, j'aimerais en faire quelque chose. Donc, j'appelle ça le valid verse, exactement comme les films de Marvel ou de DC et tout ça. Je pense qu'à l'intérieur de cet univers-là, je pourrais écrire une petite, je sais pas, 5 ou 6 livres. Je vais rester dans cet univers-là, et puis c'est comme un curseur. Donc je peux aller dans le passé et être dans un univers qui est exactement le nôtre, ou aller dans le futur, ou même dans le futur très lointain, pour voir David dans 1000 ans, il va ressembler à quoi. Donc voilà, c'est mon terrain de jeu. Super, merci.
Je suis très heureuse d'apprendre qu'il y aura des suites. Le monde dans lequel on émerge à la fin, ça m'a beaucoup intriguée. Donc, j'ai hâte de suivre la suite pour ces personnages. Pour moi, j'aimerais beaucoup écrire à nouveau. J'ai l'intention d'écrire à nouveau, mais pour moi, ça va émerger doucement. Ça m'a pris 20 ans avant de savoir quoi écrire. Puis un jour, c'est apparu et c'était évident. Puis j'attends que ça se produise à nouveau. Donc, c'est rien de très clair. Merci. Par contre, il n'y a pas de garantie que les prochains livres que je vais écrire vont être bons. Hein. Donc, voilà. Ils vont être écrits vite, mais bon, je ne sais pas. J'en doute pas. Est-ce qu'il y a des projets d'en faire des comic books? Parce que ça fait vraiment le monde de la bande dessinée est très présent. Là. J'ai d'un côté une culture assez littéraire, donc je lis, je parle beaucoup de Mishima et tout ça, donc ça c'est l'aspect intello. Je parle de Dumas aussi, qui est un petit peu le lien entre les bandes dessinées et en tout cas l'univers de Cap et d'épée. Et en effet, j'ai une culture très... Je lis pour le plaisir des Batman, je suis accro à tous les films de Marvel, et c'est vraiment autant mon univers. Il y a beaucoup de références à Matrix dans le livre, parce que Matrix a été réalisé par des femmes trans. C'est une allégorie de l'identité trans, la fameuse pilule. Et donc, je veux rester dans cette espèce de chevauchement entre la culture avec un C majuscule et la culture populaire, et de lier les deux pour que ça soit quelque chose d'à la fois intéressant, mais aussi un thriller, mais aussi quelque chose dans lequel il y a des fois des petites scènes de bataille, un petit peu d'action, un petit peu d'amour, et puis pas mal de réflexion aussi, j'espère. Ouais. J'ai trouvé intéressant qu'il y avait tous ces parallèles, en fait, entre nos deux écritures. C'est deux mondes complètement différents, mais moi, j'ai beaucoup de références au monde des romans policiers. Ça, c'est mon plaisir littéraire. Je lis beaucoup de romans policiers. Agatha Christie, j'ai grandi avec, j'adore. Il y a une mini-nouvelle à l'intérieur de mon roman qui est en fait un pastiche de Poirot. Donc, il y a aussi tout ce dialogue dans mon livre avec cette source littéraire qui est dite populaire, mais qui pour moi est un très bon véhicule, en fait, pour atteindre les gens, puis pour parler de sujets plus sérieux, plus politiques. Puis on fait partie d'une maison, enfin, moi dans la collection XYZ, toi chez Quai numéro 5, mais c'est c'est les mêmes gens qui travaillent souvent là-dessus, qui encouragent, je pense, le mélange des genres littéraires. Et c'est ça qui est super intéressant. On est bien tombé par rapport aux gens qui ont travaillé avec nous, parce que c'est un travail d'équipe, hein, l'écriture. Il y a une partie chez soi, puis après ça, et heureusement qu'il y a les éditeurs pour nous aider, les éditrices d'ailleurs. Absolument. Oui. Alors, merci. Chris, Olivia, est-ce que vous avez des questions pour Cynthia ou Edith? D'abord, ça fait quoi de parler d'un livre devant son autrice? Ça doit être stressant. Moi, je n'aurais pas ce courage-là. Vous êtes dos à nous, c'est moins pire. Ah oui, mais en même temps, On vous Vous surveille. nous supportez. ah oui, Voir c'est ça ça. comme ça. C'est ça. Ben moi, j'étais super emballée. Là. C'est comme une expérience. C'est un défi, là, en fait, parler dans un micro, parler. C'est pas une très grande foule, là, la moitié, je les connais, mais il y a des caméras. C'est plus ça, le challenge pour moi, mais c'est vraiment un honneur. Je suis vraiment reconnaissante que vous soyez là pour entendre parler de vos œuvres, puis en même temps, ça a été un petit peu stressant. Au début, je me disais, là, j'espère que je ne suis pas dans le champ là, quand je vous parler du roman. Mais à date, je pense que je ne suis pas pire. J'entendais Olivia parler de certaines choses. Ah, OK, oui, c'est bon. Puis Chris, OK, c'est bon. Puis, tu sais, aussi Edith par rapport OK, je suis sur la bonne voie. C'est une petite question de confiance ici. Mais non, j'ai adoré l'expérience. Merci. Ben, vous êtes génial, hein? Vous avez bien fait ça. Ouais. Ouais, pour nous aussi, c'est parce qu'en tant qu'autrice, on a rarement l'opportunité de rencontrer nos lecteurs, lectrices, à part nos amis et nos familles qui sont très biaisés. Donc, moi, je viens du monde du théâtre, fait que quand on crée quelque chose, on rencontre le public nécessairement. L'œuvre n'est présente que dans le contact immédiat avec le public. Puis un livre, c'est bizarre, ça s'en va tout seul, puis ça fait sa vie. Et donc, c'est vraiment génial de vous rencontrer.
Moi, je me demandais si vous écriviez un livre, ça parlerait de quoi? Bonne question. Peut-être juste avant, si je peux me permettre, je répondrai à la question de Chris. Oui. Moi, j'ai accepté tout de suite le défi. Ça m'avait vraiment emballé de pouvoir faire, c'est ça, le combat des livres. Puis je me disais, quand Aude m'a envoyé le courriel pour dire « Ah oui, les autrices vont être là », tout ça, c'est extraordinaire parce que c'est rare qu'on ait la chance, c'est ça, de pouvoir rencontrer, c'est ça, les autrices. Puis c'est ça, à un moment donné, il y a un petit challenge où je me disais, parfois, on dirait que je ne comprenais pas toujours bien, David, le fameux algorithme. Puis je me disais, peut-être j'ai pas bien compris. Puis je me disais, est-ce que je vais avoir besoin de le relire? Mais finalement, il y a une partie où, veux pas, c'est un trailer aussi. Donc, je me disais, c'est correct, Edith, tu n'as pas nécessairement tout saisi. Puis je me disais à un moment donné, j'aimerais ça le relire parce que je le trouve vraiment intéressant, mais pour être sûre que j'ai bien compris, je ne voulais pas dire quelque chose qui était complètement dans le champ, là, si vous me permettez l'expression. Je pense que c'est quand même correct. C'est parfait. Merci. Mais c'est vraiment, c'est ça, c'est une belle expérience. Merci à la ville de Cowansville d'organiser cet événement-là. Je trouve que c'est ça, c'est important. Au niveau, c'est ça, de la lecture. Moi, je réalise que ça faisait un bon bout de temps aussi que je n'avais pas pris le temps de m'asseoir pour lire un roman. C'est ça, de pouvoir en parler devant le public. Donc, je vois plein de hochements de tête. C'est agréable. Donc, c'est ça, oui. C'est un bon rappel pour nous parce que quand on lance un livre, après, il ne nous appartient plus. Il est à vous, il est au lecteur, aux lectrices. Donc, c'est intéressant de voir, parce qu'on projette ce qu'on veut dans un livre et ce qui est important pour nous. Et ce n'est pas la même chose pour lectrice A, lectrice B. Donc, c'est toujours très enrichissant de voir ces conversations-là. Oui, tout à fait, oui. Puis pour ça, répondre à la question, si j'avais à écrire un livre, moi j'espère un jour pouvoir aboutir à en écrire un. Je suis toujours en train de me raconter des histoires. Un jour, je vais réussir à mieux canaliser ou en tout cas à canaliser davantage ma créativité sous la forme d'un livre. C'est ça, je ne suis pas arrêtée à savoir quel sujet, mais au niveau du genre, ce serait probablement une autofiction, là, justement, ça m'interpelle beaucoup. Mais c'est ça, j'ai plein d'idées, mais c'est ça, rien d'arrêté. Ça viendra dans quelques années, peut-être. L'avantage de l'autofiction, c'est qu'on peut demander à ces personnages de venir nous conduire à des trucs dans la... Il y a un des personnages du roman qui est dans la salle en ce moment. Est-ce que je peux me demander quel personnage? Cécile. Ah oui, OK. Oui. Merci. Pour répondre à la question d'Olivia, j'écris plus des nouvelles. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas écrit. Je pense que je n'ai pas la tête à ça, mais ça fait partie de mes ambitions d'écrire et d'être publiée. J'ai déjà envoyé des œuvres à des maisons d'édition, mais ça n'a pas fonctionné, je n'ai pas poussé. En fait, je ne sais pas si j'ai des thèmes, mais j'ai surtout des destinataires, puis souvent c'est les jeunes, parce que c'est avec eux que je travaille, donc j'ai l'impression de peut-être mieux les connaître. Voilà. C'est un jour, Cynthia Ouellet va être ici, là, sur une page couverture. Tu vas être assise dans la deuxième Ouais, rangée. Puis nous, on fera l'inverse, on viendra. Oui. C'est un rendez-vous. Super. Alors, effectivement, il y a quelques autres personnes dans l'audience aujourd'hui avec nous qui se sont joints à ce débat. Je me demandais si vous, personnes assises qui nous regardent, vous aviez des questions, soit pour Edith, Cynthia, ou même pour Chris et Olivia. Surprise. Oui? Mm-hmm. Que ça peut être beaucoup abordé, voir s'il était déjà fan de l'histoire ou genre l'histoire qu'on voit genre son développement en tant que fan. Alors la prémisse, le roman commence en 2045 et on vit dans un monde qui est dans un état d'urgence, urgence climatique, urgence sanitaire, on peut très bien imaginer. Et dans ce monde-là, tout va vers l'effort collectif. Et les gens qui sont un petit peu différents, dont les personnes trans, ont moins de droits que maintenant. Pour pouvoir survivre, pour avoir une place dans cette société-là, mon personnage
a détransitionné, est redevenu un homme. Et l'aspect thriller du truc, c'est qu'un jour, elle décide de dire à l'algorithme ce qu'elle est vraiment et de vraiment raconter sa vraie vie parce que l'algorithme n'a eu qu'une version filtrée de sa vie. Et elle a donc fait son coming out. Et à partir de ce moment-là, c'est là où on voit donc le personnage raconte toute son histoire de l'enfance, et là c'est très, très basé sur ma vie, donc de ma naissance dans les années 70 jusqu'en 2045, et on voit dans quelles circonstances justement elle a fait sa transition, et ensuite elle a fait sa détransition afin de survivre, malheureusement. Donc c'est un avertissement, bien évidemment, de continuer à entretenir le droit des minorités, que c'est quelque chose qui doit être maintenu, c'est pas juste obtenir les droits, c'est obtenir les droits et les garder vivants. Donc oui, dans le livre, on voit toute la transition expliquée, les hormones, les relations avec les psychologues, avec le système médical, la relation avec les autres, le changement du corps, relations amoureuses, ça affecte tout. Et je passe quand même pas mal de temps à raconter tout ça. Oui. Ah ben, il se trouve que cette année, c'est une très belle année pour la littérature LGBT ou queer et tout ça. Je pense que le roman de Gabrielle Bouliane-Tremblay, La fille d'elle-même, est un livre absolument magnifique. J'en ai une copie ici, je te le montrerai. Aussi une autobiographie d'une femme trans, elle plus directe, donc il n'y a pas d'éléments de science-fiction ou thriller, tout ça, c'est vraiment sa vie. C'est un roman, mais extrêmement touchant, c'est à en pleurer, c'est magnifique. Donc ça, c'en est un. Ensuite, il y a des auteurs comme Samuel La Rochelle qui écrivent beaucoup. Et il y a même chez certains auteurs straight maintenant des représentations de la transidentité. Je pense à Marie-Hélène Poitras, dans la Desiderata, son roman. Il y a un personnage trans. Il y a le dernier roman de Hugo Meunier, Vendetta. C'est quoi déjà le... C'est Olivia Vendetta, Olivia c'est le Vendetta, livre que je lis présentement. dans lequel il y a un personnage trans aussi. Donc, en ce moment, il y a vraiment beaucoup de représentation, et une représentation assez intéressante et variée. Donc, c'est formidable. Oui. Oui. Merci. On avait une autre question de ce côté-là. C'est une belle façon, le combat des livres, de nous amener à connaître d'autres auteurs. Puis après, c'est sûr que moi, je vais lire ces livres. Merci. 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 Donc, on va terminer bientôt. Le temps file. Avant de clore le combat, j'avais une petite dernière question là, pour Edith et Cynthia. Selon vous, qu'est-ce qui rend votre livre mémorable? On s'en rappelle plus. Sa disparition, c'est mémorable parce que ça touche tout le monde. C'est le sujet, je vais dire, il est intemporel, là, mais évidemment, ça ne fait pas depuis la nuit des temps que le contexte qui est décrit existe, mais il reste que la relation qu'on a avec les personnes âgées, c'est une réflexion qui évolue depuis tout le temps, puis je pense qu'il faut poursuivre cette réflexion-là. Et comme je disais plus tôt, le roman, c'est une belle façon d'aborder des sujets et de réfléchir et de se laisser transporter et d'être capable. C'est un sujet qui est lourd, mais en même temps, c'est tellement une façon légère d'embarquer dans cette réflexion-là. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est mémorable parce qu'on parle d'un sujet d'une façon complètement différente. On n'en parle pas comme dans les nouvelles. On décrit, on raconte, on sort de la réalité. Je fais juste penser à personnage qui vole des médicaments, puis qui en prend avec un autre vieillard. Puis
Des fois, c'est le chemin qui est emprunté. Ça surprend. Donc, ça va être mémorable parce que ça surprend, mais aussi ça trouble, ça fait sourire. C'est la rencontre avec les personnages. Edith, tu l'as dit, tu entendais les personnages. Moi aussi, j'avais ressenti ça. J'entendais, je sentais presque l'odeur du CHSLD. Je trouvais que c'était un roman qui était multisensoriel. Donc, c'est tout ça qui fait que c'est mémorable et qu'il faut le lire. Mémorable, je trouve que c'est ça, la question est excellente. Il y a plusieurs aspects qui me viennent en tête. Je vais essayer, c'est ça, de faire un peu une synthèse. Je dirais, pour moi, tout l'aspect, la réalité d'une femme trans, pour moi, c'est mémorable. Je connaissais très peu, si je peux dire, cette réalité-là. Donc, avec tous ces aspects plus faciles, plus difficiles. Donc, je peux dire que pour moi, ça m'a beaucoup sensibilisée. Puis, comme je le nommais un peu plus tôt, pour moi, c'est important, en fait, qu'on puisse avoir des œuvres qui s'inscrivent, qui représentent, dans le fond, la voix de personnes minoritaires. Donc, mémorable. Donc, il y a vraiment un souvenir, si je peux dire, greffé, là, si je peux dire, par rapport à cette réalité-là. Puis également, mémorable avec tous les questionnements, encore une fois, au niveau de où est-ce qu'on va être avec l'intelligence artificielle. Je dois avouer, juste par exemple, quand je vais sur Facebook, je ne me sens pas de la même façon. Donc, ça a vraiment, ça crée son effet, une empreinte aussi. Puis c'est ça, les différentes réflexions. Puis je vois que ça m'habite, puis je sens que ça va m'habiter encore. Puis c'est important aussi je pense, de s'arrêter puis de réfléchir aussi à des enjeux, d'une certaine façon aussi, qui sont soulevés. Donc, mémorable pour ces raisons-là et d'autres, parce que c'est un excellent livre. Je vais essayer de faire un petit pitch de vente. Mais oui, donc c'est ça, pour moi, en tout cas, essentiellement pour ces aspects-là. Merci, Edith et Cynthia. Alors, je vous laisse. Est-ce que vous voulez dire quelque chose d'autre, Olivia et Chris? Est-ce que vous voulez dire quelque chose avant qu'on termine le débat? Juste dire que c'était mémorable d'être avec vous. Vraiment, merci pour cette invitation. C'est très, très chouette de pouvoir vous rencontrer. Et puis les gens de la ville aussi, c'est très chouette. Merci. Et merci d'être venu. Oui, mais merci. Et puis, je pense que Chris et moi, on avait quelque chose à dire et c'est formidable d'avoir cette parole qui est relayée et portée vers d'autres. Alors, merci pour cette rencontre. Merci. Alors, Cynthia et Edith, vous avez, je vous donne quelques minutes pour faire un petit rappel aux gens qui nous écoutent de pourquoi votre livre devrait gagner le combat des livres de Cowansville 2021. Je ne sais pas si une de vous deux, peut-être Cynthia, je ne sais pas si tu veux commencer puisque c'était Edith qui a commencé au début du débat. Ben oui, pourquoi pas. Donc, comme j'ai dit, je vais le répéter, c'est un livre qui est accessible à tous. N'importe qui peut le lire. Le langage, le vocabulaire, vous n'allez pas ouvrir votre dictionnaire aux 2 minutes, mais ce n'est pas non plus pauvre. C'est un langage accessible à tous. C'est un style qui est accessible à tous. Bref, tous les Cowansvillois, Québécois devraient le lire, entre autres pour ça, mais aussi c'est surtout pour les personnages. Les personnages que vous allez rencontrer, c'est des personnages que s'ils vous énervent, vous fermez et vous recommencez, vous revenez plus tard les rejoindre. C'est le bonheur du livre, hein, on peut le refermer. Mais c'est aussi, on entend, on voit, on sourit devant ces personnages qui sont colorés, qui sont parfois marginaux. C'est des belles rencontres. Donc, ce livre, c'est une rencontre avec d'autres. Et voilà, vous devez le lire. Que dire de plus? Alors, pour Valide, je dirais, si vous avez envie de lire une œuvre qui aborde des thèmes universels, d'être captivé tant intellectuellement qu'émotionnellement, c'est vraiment, je vous dirais, une œuvre à lire. Également, vu son côté très contemporain, la lecture aussi qui est captivante au niveau de son rythme. On en parlait tantôt, l'espèce de binge lecture, si on peut dire. Donc, un 5 heures, si c'est l'estimé, ça se lit extrêmement bien pour être transporté
dans une autre réalité, puis en même temps faire différents voyages, si je peux dire, dans différents espaces-temps. Donc, un livre d'une grande humanité et en même temps qui soulève différents enjeux de notre société et où on a la chance aussi de mieux connaître la réalité trans, d'une femme trans, ce qui est extrêmement important. Donc, je vous invite fortement à le lire. Alors, merci. J'aimerais ça remercier Edith, Cynthia, Chris et Olivia d'avoir participé au Combat des livres 2021, notre 5e édition. Je vous invite à tous à venir lire leurs livres. Nous avons de multiples copies disponibles à la bibliothèque et je crois qu'ils sont aussi dans notre collection numérique. Maintenant, c'est à votre tour, cher public, de participer. Alors, je vous invite à venir soit ici à la bibliothèque, venir voter en personne ou sur la page Facebook de la Ville, dans les commentaires de la vidéo du débat, de voter pour le panéliste qui a mieux défendu son livre. Donc, on s'entend que ce sont 2 romans qui sont extrêmement bons. Alors, c'est maintenant plutôt à Cynthia et à Edith là, de voir qui a mieux défendu son livre. Alors, je vous invite à voter. Vous aurez jusqu'au 3 octobre pour voter et courir la chance de gagner un certificat cadeau d'une valeur de 100 $ chez Attraction Musique à Cowansville. Le gagnant du combat sera dévoilé sur la page Facebook de la Ville suite au 3 octobre. Si vous désirez participer à la 6e édition du combat, donc l'année prochaine, n'hésitez pas, appelez-moi ou envoyez-nous un petit courriel à la bibliothèque. Ça va me faire plaisir là, d'en discuter avec vous. Je veux vous remercier à tous de nous avoir écoutés. Je remercie aux panélistes et aux auteurs d'être venus participer et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup.